Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la restitution de l'étude La parité, un enjeu pour les fondations et les fonds de dotation en France. Donc, je vous remercie nos partenaires qui sont ici dans la salle et les personnes connectées en ligne pour suivre la restitution ce soir. Et je commence par inviter notre directrice générale, Axel Davzac, pour un mot de bienvenue. Merci Maya. Alors je me mets au bon endroit parce qu'il y a tous ceux qui sont en ligne derrière leur écran que je salue aussi. Merci en tout cas vous toutes et tous d'être avec nous ce soir. Alors c'est une grande première ce soir puisque nous avons décidé il y a quelques mois maintenant, je crois, un peu plus, qu'il nous fallait solidifier notre connaissance de notre secteur et surtout finalement le rôle de la philanthropie par rapport à tous les enjeux de notre monde. Et c'est la raison pour laquelle l'équipe de l'Observatoire a décidé de créer cette nouvelle collection Philanthropie et Société. L'idée, c'est de se dire que au regard des enjeux et des bouleversements que je ne vais pas évoquer ce soir parce que c'est pas notre sujet, il était impératif que la philanthropie se questionne et finalement réfléchisse aussi à la place qu'elle prend par rapport à tous ces enjeux. Pour faire ce travail, nous avons souhaité pouvoir confronter aussi le regard de la recherche avec les pratiques du secteur. Donc je remercie Azal Ataï, je crois qu'elle est, malheureusement c'est un peu frustrant parce qu'on ne la voit pas, je sais pas, elle intervient tout à l'heure je crois, donc vous pourrez la découvrir, qui a accepté de travailler avec nous sur cette étude, avec l'idée fondamentale de se dire que nous avions besoin de l'apport méthodologique de la recherche académique et aussi de croiser toutes ces connaissances qui existent déjà par les travaux de recherche avec les pratiques du secteur et pouvoir apporter une vision à la fois riche qui vient aussi parfois secouer un peu notre secteur, et je crois que c'est important, mais aussi avec toute la nuance que c'est produire la recherche. Donc un grand merci à Azal, puisque je ne peux pas, enfin je le fais de vive voix à distance, mais je le fais quand même en tout cas du fond du cœur. Et puis la dernière chose, merci à vous toutes et vous tous qui avez accepté de nous donner du temps pendant cette
étude et cette enquête pour nous partager aussi la manière dont vous adressiez ce sujet de la parité qui finalement s'inscrit dans un enjeu beaucoup plus global pour notre secteur de diversité, d'égalité, d'inclusion, qui sont quand même fondamentalement, quelle que soit la cause qui est soutenue à travers nos fonds et fondations, des valeurs qui nous guident tous les jours, et donc venir confronter nos pratiques aussi internes à nous, fonds et fondations, sur ces sujets-là, nous paraissait tout à fait essentiel. Et puis un dernier merci et un grand bravo à Anne Cornillo, que vous allez entendre dans un instant, à Maya, bien sûr, qui ont eu cette idée, qui ont porté, et puis je crois que j'ai vu Émilie, je ne sais pas, elle était là tout à l'heure, qui a aussi contribué à vous faire ce très bel ouvrage dont on espère à la fois qu'il vous intéressera et surtout qui conduira à nous interroger collectivement sur nos pratiques, sur la manière d'améliorer encore la manière dont nous travaillons au quotidien, parce que l'objectif, encore une fois, c'est que cette philanthropie, elle soit utile et au service des autres. Je vous remercie. Je reprends la parole pour vous annoncer le programme de la soirée. Donc malheureusement, Azal Attay ne pourra pas être avec nous ce soir, la co-autrice de l'étude avec Anne Cornillo. Elle se trouve actuellement au Sierra Leone avec quelques problèmes techniques d'ailleurs d'Internet. Donc Anne Cornillo va restituer l'étude et nous aurons aussi une petite vidéo que Azal a enregistrée pour que vous puissiez entendre aussi sa contribution justement et son point de vue sur cette collaboration au sujet de l'étude parité. Ensuite, nous aurons un témoignage de la part du président de la Fondation OVE, Michel Hennette, qui est avec nous ce soir, qui nous a rejoints. Et nous aurons un panel, une table ronde d'experts sur la question de la parité. Donc, sans prendre la parole trop longuement, j'invite Anne. Merci Maya. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis vraiment ravie de vous présenter ce premier numéro de la collection Philanthropie et Société. Donc, la parité, un enjeu pour les fondations et les fonds de dotation en France. Donc, réalisé avec Azal Attay, chercheuse au CEVIPOF de Sciences Po. Donc, tout d'abord, pourquoi on a décidé d'adresser la question de la parité dans les fondations et les fonds de dotation ? Donc, Axel l'a évoqué, la parité, c'est donc une notion qui a été fortement mobilisée dans des mouvements pour les droits des femmes au cours du XXe siècle, et c'est finalement un enjeu pour une société plus représentative, une société plus équitable, plus égalitaire, et ça en fait un enjeu sociétal, et finalement une question d'intérêt général. Et les fondations et fonds de dotation sont des structures d'intérêt général. La parité, elle a été réglementée, elle a permis de réglementer plusieurs secteurs, notamment dans le cadre des élections politiques, avec plusieurs lois qui sont venues imposer aux partis politiques de présenter le même nombre d'hommes et de femmes à certaines élections. Pour le monde des entreprises aussi, des lois sur l'égalité professionnelle, la loi Copé-Zimmermann notamment, qui a imposé des quotas dans les conseils d'administration de grandes entreprises, et qui va être renforcée avec la loi Rixain de 2021. Et la parité, finalement, elle a été largement étudiée par des travaux académiques, par des travaux de think tank aussi, à la fois pour évaluer les politiques publiques, pour aussi étudier ces enjeux socio-sociétaux d'égalité entre hommes et femmes. Et aussi, l'Observatoire de l'ESS a mené une enquête sur les structures de l'ESS que sont les associations coopératives et mutuelles. Et pour autant, alors que les fondations et les fonds de dotation sont des structures d'intérêt général, on a constaté un manque d'études sur ce sujet de la parité. Alors, il y a France Générosité qui publie une étude sur la parité auprès de ses membres, parmi lesquels un certain nombre de fondations, mais encore peu d'études sur l'ensemble du secteur des fondations et des fonds de dotation. Donc pour la réalisation de cette étude, on est parti d'une approche qu'on appelle holistique de la parité, donc approche globale, en considérant que cette
question de parité, c'est un enjeu transversal qui a des dimensions multiples. C'est-à-dire qu'il y a une dimension individuelle de prise de position des personnes, des individus sur cette question, des dimensions plus collectives, Axel le disait, de valeurs partagées sur ces questions d'égalité entre hommes et femmes, et dimensions aussi institutionnelles, de moyens mis à disposition par les organisations pour atteindre la parité, et une dimension aussi formelle quand il y a des lois, comme je l'ai évoqué précédemment, pour certains secteurs. Et donc on a voulu adresser ce sujet à la fois comme un sujet quantitatif et un sujet aussi qui va au-delà, un sujet qualitatif. Donc pour ça, on a utilisé une méthode mixte, c'est-à-dire qu'on a fait une collecte quantitative auprès de plus de 500 fondations, fonds de dotation, donc des FRUP, des fondations d'entreprise et des fonds de dotation, où on a regardé la composition femmes-hommes des conseils d'administration de ces structures. Pourquoi les conseils d'administration ? Tout simplement parce que ce sont les lieux de décision et d'orientation stratégique des structures philanthropiques. Et par ailleurs, nous avons mené une série d'entretiens, donc plus de 20 entretiens, avec des membres de conseils d'administration, de fondations et fonds de dotation, et de direction de fondations et fonds de dotation, et j'en profite pour les remercier à nouveau, et aussi 2 experts de la parité qui ont bien voulu accepter de participer aussi à cette étude. Donc j'en viens maintenant au contenu de la présentation que je vais vous faire. C'est en premier lieu l'état des lieux que nous avons pu faire sur l'état de la parité dans la gouvernance des fondations et fonds de dotation. Ensuite, à partir des entretiens que nous avons pu mener, montrer les regards croisés qu'il peut y avoir sur cette question de parité dans les fondations et les fonds de dotation. Et finalement, je vous présenterai des propositions que nous avons formulées à partir des résultats de cette étude et aussi de travaux préexistants à cette étude. Premier constat quantitatif, les femmes sont largement sous-représentées dans les conseils d'administration des fondations et des fonds de dotation. C'est donc 1/3 de femmes dans les fondations et fonds de dotation en 2021 que nous avons pu étudier. Et c'est une proportion qui est beaucoup moins élevée que ce qu'a pu mesurer l'Observatoire de l'ESS dans les associations coopératives mutuelles, puisqu'il y a 45% de femmes dans les conseils d'administration de cette structure de l'ESS. Et un résultat vraiment intéressant qu'on a pu mettre en avant grâce à cette collecte quantitative, c'est que les fondations d'entreprise sont plus souvent à parité que les FRUP et les fonds de dotation. Et ici, finalement, on voit certainement l'influence de la loi Copé-Zimmermann qui concerne des grandes entreprises, donc pour lesquelles des quotas ont été imposés dans leur conseil d'administration. Et ces grandes entreprises, il se trouve qu'elles sont très souvent fondatrices des fondations d'entreprise. Donc on voit ici l'influence que peuvent avoir des lois et l'infusion que peuvent avoir ces lois sur les fondations d'entreprise. Un autre élément quantitatif qu'on voulait vous présenter ce soir, c'est l'évolution quand même de cette parité, notamment dans les FRUP. Donc les FRUP, c'est le statut juridique pour lequel nous avons des données sur 20 ans. Et on voit que cette parité, elle a progressé, puisqu'il y avait 15% de conseils d'administration à parité en 2001. Et on est à presque 30% de conseils d'administration à parité en 2021. Je ne vais pas présenter beaucoup plus de résultats quantitatifs, mais sachez qu'il y a d'autres éléments disponibles dans l'étude que vous retrouverez sur le site web de la Fondation de France, même dès ce soir. J'en viens maintenant à la deuxième partie, menée donc avec les entretiens que nous avons menés auprès des membres de conseils d'administration et de direction de fondations et fonds de dotation, qui permettent d'apporter une compréhension à la question de la parité, de la façon dont elle est appréhendée dans les fondations et les fonds de dotation, et des nuances aussi, et apporter effectivement ces regards complémentaires par rapport à l'analyse quantitative. Et là, vous voyez ici un nuage de mots qui représente l'ensemble des termes qui ont été évoqués quand la parité a été discutée dans les entretiens et ce que les membres de fondations et fonds de dotation on peut utiliser comme terme pour parler de la parité. Et ce qui ressort en premier lieu, c'est que ce sont les termes équilibre et égalité. Ceci étant dit, ces termes sont parfois interprétés de façon différente. Et on a, par exemple, des personnes interviewées qui vont considérer qu'un équilibre, c'est d'être à peu près à 50-50 hommes et femmes dans les conseils d'administration. Pour d'autres, il faut aussi considérer que le secteur des fondations et fonds de dotation est très féminin et que les conseils d'administration pourraient refléter le secteur dans son ensemble.
Donc maintenant, je vais vous présenter d'autres éléments qui sont revenus dans les entretiens, détailler un peu les notions qui ont été, encore une fois, mobilisées dans les entretiens que nous avons pu mener. Et une chose qui est vraiment intéressante, c'est que les entretiens évoquent les dimensions verticales et horizontales des inégalités femmes-hommes, éléments que l'on retrouve dans la partie quantitative de notre étude. Alors la dimension verticale, ça revient à la question du plafond de verre que rencontrent les femmes dans l'ensemble de la société, et on le retrouve dans les fondations. Donc on a un secteur qui est très féminisé, avec un personnel salarié à 70% composé de femmes. Et je l'ai dit, c'est 33% de femmes dans les conseils d'administration. Donc là, on voit vraiment la dimension verticale de ces inégalités. Et il y a aussi une dimension horizontale qu'il faut questionner, c'est-à-dire qu'on voit ici, dans le tableau que je vous ai présenté, les rôles différents que peuvent avoir les femmes et les hommes dans les conseils d'administration. Il y a 22% de conseils d'administration de fondations et fonds de dotation qui sont présidés par des femmes. Et les femmes sont présentes à 45% à la fonction de secrétariat. Et là, on voit vraiment des différences, un déséquilibre même dans les fonctions que peuvent avoir les femmes et les hommes. Et comme le souligne la citation ici, ça renvoie aussi à des différences dans les pouvoirs de décision que peuvent avoir les femmes et les hommes au sein des fondations et des fonds de dotation. Aussi, un autre élément qui est revenu de façon récurrente dans les entretiens, et Axel l'a dit aussi, c'est que l'enjeu de parité, il doit être adressé de façon plus générale à partir de questions de diversité et de mixité. Donc la parité doit aussi être considérée en prenant en compte la diversité d'origine sociale aussi, la diversité en termes d'âge, la diversité en termes d'origine ethnoculturelle. Et c'est des questions qui doivent être adressées plus largement, pas seulement dans les conseils d'administration, mais aussi dans l'ensemble des fondations et fonds de dotation. Enfin, il y a également des entretiens qui ont insisté sur le fait qu'il est important de prendre en compte que les fondations évoluent dans un contexte qui leur est externe, un contexte social dans lequel il y a des dynamiques qui préexistent, des dynamiques d'inégalité, qui, dans leur fonctionnement interne, leur parcours aussi peuvent refléter ces dynamiques existantes dans la société, et qu'il est important de lire finalement le fonctionnement interne et le parcours des fondations au regard de ce contexte externe. Et vraiment des notions qui ont été mobilisées de façon unanime, c'est les questions d'exemplarité et de cohérence que doivent porter les fondations et les fonds de dotation sur ces questions. Les fondations et les fonds de dotation sont des structures d'intérêt général. Elles se doivent donc d'être exemplaires sur un certain nombre de sujets que sont la parité, mais aussi la diversité et l'inclusion plus largement. Et donc il y a vraiment une question de cohérence dans la façon d'agir des fondations et des fonds de dotation pour l'intérêt général. J'en viens maintenant à la dernière partie, donc les propositions clés que nous avons formulées à partir des résultats de notre étude, sachant, comme je disais, que c'est des propositions qui ont déjà été formulées dans des travaux antérieurs, que ce soit dans le cadre du secteur de l'ESS, mais dans d'autres secteurs également, et qui ont été confirmées finalement grâce aux entretiens que nous avons menés. Premier élément qui est beaucoup revenu dans les entretiens, c'est le besoin d'échange. Donc, première proposition, encourager des discussions régulières sur ces questions, que ce soit au sein des fondations et fonds de dotation, mais aussi plus largement entre fondations, donc dans les collectifs également. La collecte aussi de données agrégées par sexe, avec aussi une définition de plans d'action qui sont suivis évidemment dans le temps, et des collectes régulières aussi de ces données. Soutenir la mise en place de formations, à la fois pour les personnels salariés, mais aussi pour les bénévoles et aussi pour la gouvernance. Et enfin, établir des processus de candidature qui permettent de favoriser une plus grande diversité de la gouvernance des fondations et fonds de dotation. Et on a formulé quelques propositions complémentaires pour aller encore un peu plus loin. D'une part, promouvoir la parité, la diversité et l'inclusion dans les recrutements plus largement au sein des fondations et fonds de dotation.
signer des chartes, adhérer à des plateformes, que ce soit européennes, françaises, pour s'engager durablement sur ces questions. Aussi, si c'est pertinent, hein, ajouter la parité, la diversité et l'inclusion comme des critères de sélection pour les porteurs de projets, pour les partenaires des fondations et des fonds de dotation. Et enfin, inclure des indicateurs de parité, diversité dans les référentiels de labellisation du secteur. Voilà, donc j'en ai terminé pour la restitution de l'étude. Et donc, donc Azal n'étant pas connectée, on va lancer une petite vidéo où elle va évoquer avec vous voilà, cette étude et cette collaboration que nous avons eue avec elle. Bonjour, je m'appelle Hazal Atay, je suis rattachée au CEVIPOF, Centre de recherche politique de Sciences Po. Je suis l'une des co-autrices de ce rapport, La parité, un enjeu pour les fondations et fonds de dotation en France. Cette étude est le fruit d'une véritable collaboration entre le monde universitaire et la Fondation de France, et je tiens à souligner que de telles collaborations en dehors de sac académique habituel sont très importantes pour la recherche, car elles nous invitent à allier théorie et pratique au vu des ressources et des capacités disponibles. Le thème de la parité femmes-hommes prend d'autant plus d'importance dans ce contexte parce qu'on est face à une réalité sociopolitique qui est devenue un champ d'investigation académique, mais c'est avant tout un sujet d'intérêt général, comme nous l'avons souligné dans le rapport. Lorsque nous avons commencé cette étude, nous avons été surpris par le manque de conversation et d'enquête sur ce sujet pour le secteur philanthropique, qui est un secteur dédié à l'intérêt général, mais aussi un secteur fortement féminisé. J'espère que cette étude ouvrira de telles conversations et invitera à de nouvelles recherches sur le sujet, tout en appelant à plus d'égalité et parité dans les fondations. Je vous remercie pour votre attention. Merci Azal en vidéo. Merci Anne pour cette restitution d'études très concise qui nous donne des éléments aussi pour les conversations à suivre. Peut-être, donc avant de passer à notre panel, nous avons voulu créer un temps d'échange pour avoir un témoignage de l'une des fondations que nous avons interviewées pour cette étude, donc la fondation OVE, dont le président Michel Hennet est avec nous ce soir. Et pour nous, il était important, je dirais, d'incarner justement ce que signifie atteindre la parité, mais aussi les difficultés finalement qui sont liées à un parcours qui n'est pas nécessairement évident, qui peut l'être dans certains contextes, dans d'autres peut-être moins, et pour que aussi on se rende compte justement de quelles sont les étapes pratiques concrètes. Donc lorsque nous avons interviewé la fondation OVE, nous avons été touchés par l'honnêteté de l'échange, je dois le dire, et nous avons donc voulu vous inviter, Michel Hennet, si vous voulez me rejoindre, pour que vous nous fassiez part justement de votre expérience. Si vous voulez vous asseoir. Merci. Bonsoir. Vous l'avez compris, moi je ne suis pas un spécialiste de la parité. J'ai juste un sujet d'application dans la fondation que je préside. Et je vais simplement témoigner de la manière dont on a pu hériter d'une situation, vivre une situation et tenter de la faire évoluer. Alors je vous propose ce témoignage peut-être en deux temps. Un petit temps très succinct sur la présentation de la fondation, pour qu'au moins vous sachiez à qui vous avez affaire. On n'a pas une renommée suffisamment large pour que tout le monde nous connaisse. Hein. Ce n'est pas la Fondation de France. Donc, et puis ensuite, je passerai à l'évaluation de la parité dans notre structure. Donc, succinctement, la Fondation, création en 1944, à l'initiative du commissaire de la République de Lyon, qui, prenant en compte l'état sanitaire très très dégradé des enfants de l'agglomération, décide de mener une action. Et pour ce faire, il s'appuie sur l'éducation nationale, il mobilise le recteur qui fait appel à des couples d'instituteurs qui vont partir à la montagne qui est toute proche de Lyon, bien sûr. Ils vont aller à Megève, dans les grands hôtels de Megève que le commissaire de la République avait réquisitionnés.
Donc ces couples d'instituteurs sont partis plusieurs mois, certains plusieurs années, puisque ça a duré de 45 à 50 à peu près. Et ces couples d'instituteurs avaient en charge, j'allais dire, la vie complète de ces enfants, du matin au soir, 7 jours sur 7. Et ils étaient en charge de l'aspect matériel, bien évidemment, mais l'aspect éducatif, pédagogique, sportif, sanitaire. Enfin, ils avaient à s'occuper de tout parce qu'il n'y avait pas grand-chose à côté d'eux, hein, bien évidemment. Donc, 3000 enfants ont été pris en charge comme ça pendant cette période de 5 ans, avant que ce sujet ne s'épuise par lui-même, fort heureusement, et que, du coup, cette association s'est tournée vers le handicap, et depuis 1950, son activité est essentiellement tournée vers le handicap et la dépendance aujourd'hui. Plus proche de nous, de 80 aux années 2000, la Fondation exerçait ses activités sur la région Rhône-Alpes, les 4 départements de la région Rhône-Alpes et quelques actions dans les départements limitrophes. Et depuis 2010, il y a une implantation nationale beaucoup plus importante, puisqu'on est présent sur 5 régions aujourd'hui, on a 110 établissements et services. Et on est également présent dans les Caraïbes, en Martinique, et puis on vient d'installer quelque chose là sur Saint-Martin et Saint-Barth. Donc voilà un peu pour situer les activités alors que je dise quand même que les activités tournent autour des enfants et adolescents, ce qui était le premier niveau d'activité, et puis aujourd'hui les adultes, les personnes âgées. Donc nous sommes qualifiés de généralistes dans la prise en charge du handicap, pas spécialisés sur un handicap ou quelques handicaps particuliers. Aujourd'hui, c'est 6600 personnes qui sont accompagnées, 2600 salariés. Voilà, pour ce qui concerne cette présentation. Alors, l'évaluation de la parité au sein de la Fondation. Moi, je vous propose de découper cette étude en 2 volets distincts. D'une part, pour ce qui concerne le niveau opérationnel, et d'autre part, le niveau gouvernance. Pourquoi ? Parce que les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Déjà, d'un côté, on a des salariés, de l'autre côté, on a des bénévoles. Ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous présenter les choses de cette manière. Sur l'ensemble des salariés, on rejoint complètement les chiffres qui vous ont été annoncés. 75% de femmes, 25% d'hommes. À ce niveau-là, aucun mérite de la part de la Fondation. C'est une règle quasi générale. Nombre de métiers sont des métiers traditionnellement féminins et on n'a rien fait de particulier pour qu'il en soit ainsi. Après, j'ai sélectionné deux niveaux pour affiner un peu la perception que l'on peut avoir sur la parité. J'ai pris l'échelle hiérarchique complète, du chef de service au DG. Et là, les chiffres sont un petit peu différents, mais pas plus que ça. 65% de la chaîne hiérarchique, ce sont des femmes. Ce qui est quand même pas si mal. Ce qui montre malgré tout la confiance qui est faite aux femmes dans l'organisation, sur le plan opérationnel. J'ai pris un deuxième niveau, c'est le CODIR. Donc le CODIR de la DG, c'est l'organe décisionnel de la direction générale. Là, les femmes représentent 54% de ce CODIR, ce qui est également pas mal. Et ce qui permet surtout de valider le fait qu'au-delà de l'aspect quantitatif que vous avez évoqué tout à l'heure, on peut mesurer l'aspect qualitatif également quand on voit la représentation des femmes dans ces lieux de pouvoir opérationnel. Enfin, pour ce qui nous concerne, le CODIR chez nous a un pouvoir opérationnel important. Hein. Ce ne sont pas les mêmes pouvoirs que dans le conseil d'administration, bien évidemment, mais
il y a des pouvoirs qui pèsent lourd dans les décisions de la Fondation. Donc voilà un peu au niveau de l'opérationnel. Un indicateur qui est intéressant également, l'indice de représentativité. Vous savez, il prend en compte aussi la parité parmi ces critères. C'est une notation extérieure, hein, dont on ne maîtrise absolument pas les résultats, bien évidemment. On a une note de 99%, ce qui est un excellent résultat, hein, en soi, qui confirme en fait les chiffres que j'ai pu vous recueillir au sein de la Fondation. Donc de ce point de vue, je pense que sur le plan opérationnel, on peut accorder un satisfecit à la manière dont les femmes ont été comment dirais-je, non pas privilégiées, mais reconnues dans leur capacité et dans leurs compétences. Au niveau de la gouvernance, c'est plus simple, bien évidemment. Un conseil d'administration de fondation, c'est 15 personnes, donc ça va pas chercher bien loin. Donc c'est plus simple, mais c'est moins glorieux, je vous le dis tout de suite. C'est moins glorieux parce que effectivement, dans le conseil d'administration, les femmes représentent 15%. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on doit être très fier de cette performance, mais il nous faut l'assumer, et moi je l'assume. Donc on voit bien la dichotomie qu'il y a entre l'aspect opérationnel et l'aspect gouvernance. Alors, pourquoi, quelles sont les raisons qui ont amené à cette situation ? Je crois d'abord que, au niveau de la gouvernance, pendant toute une époque, la parité n'était pas un sujet. Je suis désolé de le dire de cette manière-là, mais c'est vrai. Ça ne faisait pas partie des préoccupations des gens qui étaient dans les conseils d'administration. Ce qui les intéressait à l'époque, et c'est toujours vrai d'ailleurs, mais c'était plus certaines compétences. Experts comptables ou commissaires aux comptes pour les affaires financières, des juristes pour les affaires juridiques, des personnes qualifiées pour la connaissance des établissements et des types de handicap. C'était ça les critères discriminants qui recueillaient ces candidatures. Mais non pas le fait que l'on soit un homme ou une femme. Mais en l'occurrence, dans les métiers que je viens d'évoquer, on trouvait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Par ailleurs, je crois aussi qu'il y a moins d'empressement des femmes à participer à ces natures de travaux. On a peu de candidatures spontanées de la part des femmes pour intégrer un CA. Donc, malgré tout, les choses évoluent depuis quelques années. Parce qu'on a pris conscience de ce fait au sein de la Fondation. C'est un critère qui aujourd'hui est reconnu en tant que tel. Il est admis complètement dans l'organisation et on s'est organisé pour que, de manière systémique, on regarde si on peut privilégier le recrutement d'une femme par rapport à un homme. Ça, c'est systématique depuis plusieurs années. Et on a mis en place deux modalités qui permettent d'intéresser un peu plus les gens. Un processus d'information préalable. C'est-à-dire qu'avant une candidature, une personne qui pourrait être intéressée est invitée à rencontrer 2 ou 3 administrateurs pour lui faire découvrir ce qu'est la Fondation, qu'est-ce qu'elle fait, où elle est implantée, enfin bref, connaissance de la structure, connaissance des modalités de fonctionnement de la gouvernance,
comment on fonctionne, quel rythme, quelle connaissance du lieu, bien sûr, parce que ça a aussi son importance. Okay. Et puis un second processus qui est un processus que moi j'ai appelé d'intégration préalable, qui ne jette pas dans la piscine tout de suite quelqu'un, mais qui lui permet d'être invité à des conseils d'administration, 2, 3, 4, si elle le souhaite, de manière à ce qu'elle découvre un peu la manière dont ça fonctionne et qu'elle puisse, en toute connaissance de cause, nous dire bah, « je suis intéressé » ou « je ne suis pas intéressé ». Donc voilà comment on procède. Alors au niveau des résultats, je pense que les choses bougent, même si ça n'est pas significatif autant qu'on le souhaiterait, bien évidemment. Mais ça bouge malgré tout. Pour ne prendre que les derniers recrutements d'administrateurs, on a recruté 3 femmes pour 2 hommes dans les 3 dernières années. Ce qui n'était, à ma connaissance, pas arrivé jusque-là. Je crois que ça doit être la première fois qu'on fait ce score-là, et où on réussit parce que la volonté politique est là, de vouloir privilégier cette modalité de recrutement. Donc, on voit bien que quand cette volonté existe, quand l'organisation autour de ces recrutements est bien définie et bien en place, eh bien, on peut faire bouger les choses. Moi, c'est le constat que je fais. Alors, de quoi l'avenir sera fait ? Ben, je crois que vous aviez raison quand vous disiez il faut provoquer les rencontres, les sujets de discussion autour de ça. Je crois que c'est vrai. Et la rencontre de ce soir, à ce niveau-là, a effectivement toute son importance. Moi, ça m'a permis de reparler de la parité au sein de mon conseil. Ce matin, j'étais en bureau, j'en ai parlé, je leur ai rappelé que je venais ici ce soir. Donc, il faut évoquer ce sujet et il faut le maintenir à la surface. Il faut le maintenir à la surface, toujours. Il faut s'appuyer, je le disais tout à l'heure, sur des modalités qui sont acceptées, qui sont fonctionnelles, qui sont mises en pratique systématiquement. Ça, c'est important parce que là aussi, c'est comme pour le reste. Si on n'est pas rigoureux, eh bien, on retombe facilement dans les vieilles pratiques. Et comme les conseils d'administration sont encore essentiellement, pour le nôtre tout au moins, essentiellement masculin quand même, on est toujours victime, quelque part, de notre passé professionnel. Pour la plupart d'entre nous, on sort de milieux économiques qui étaient essentiellement masculins. Donc notre réseau de fait est beaucoup plus masculin que féminin. Donc nos recrutements, du coup, suivent le même chemin. Donc voilà. Donc c'est un témoignage d'un exemple qui vaut ce qui vaut, sans doute pas le plus brillant, mais qui malgré tout fait son petit bonhomme de chemin, avance gentiment, mais régulièrement. Donc moi je suis plutôt confiant à l'avenir sur ce plan-là. Voilà, et en conclusion, je dirais place aux femmes dans notre conseil d'administration. Merci. Merci, Monsieur Hennette. Donc, ce n'est pas une question, je dirais, d'être brillant ou pas, mais justement, c'est une question plutôt de se rendre compte de ce qui a été fait, du chemin à faire. Et c'est pour cela que je vais inviter les panélistes à se joindre à moi. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir 3 personnes, chacune à sa manière experte du sujet, avec un angle différent. Donc nous avons, je commence à ma gauche, Marion Lelouvier, qui est vice-présidente du Centre français des fondations et fonds de dotation et
qui est aussi la présidente de la Fondation de l'Avenir pour la recherche médicale appliquée. À ma droite, nous avons Maxime Forest, qui est enseignant-chercheur à Sciences Po sur les questions de parité, de genre et non seulement, mais ce soir, en tout cas, il est dans ce rôle avec nous. Et nous avons enfin Elisa Bralé, qui, dans son rôle de présidente de la commission Femmes-Hommes du Conseil supérieur de l'ESS, a eu un rôle proéminent sur les questions de parité, justement dans le secteur de l'ESS, et c'est sur cela que nous allons bientôt vous questionner, Elisa. Donc je vais commencer par un premier round de questions pour faire réagir à ce que vous avez entendu. Donc, le témoignage ainsi qu'à la restitution de l'étude par Anne Cornillo. Je vais commencer par vous, Marion. Donc, une première question, vraiment, vu votre double casquette, quelle est votre réaction générale à l'étude? Et aussi peut-être un mot qui serait intéressant pour nous sur pourquoi, d'après vous, est-ce important d'adresser la question de la parité dans la philanthropie? Merci à vous pour cette table ronde et pour cette invitation. Et merci à la Fondation de France, à son président Pierre Sellal et à la directrice générale Axel Davzac de permettre que nous puissions avoir cet échange ce soir. Et de me permettre à moi, en fait, finalement, de me rendre compte, par votre invitation, que tout au long de mon parcours professionnel, y compris depuis mes premiers jobs d'étudiante et mes stages, que finalement, j'ai évolué dans des environnements assez masculins, qu'en général, mes responsables hiérarchiques étaient la plupart du temps des hommes, et que dans quasiment l'intégralité de mes métiers, j'ai succédé à des hommes. Et je ne l'avais pas jusqu'à présent finalement formalisé en repassant en vue ce parcours. Aujourd'hui, en tant que vice-présidente du CFF, c'est un sujet qui me précède un petit peu, la parité, puisque aujourd'hui, le bureau du Centre français des fonds et fondations est composé de 7 personnes, dont 3 femmes, qui sont vice-présidentes. Dans le conseil d'administration, qui est donc composé d'un certain nombre d'entités juridiques, puisque ce sont les personnes morales qui sont représentées pour les adhérents, elles sont représentées aussi par des femmes. Donc finalement, voilà, c'est un sujet qui est plus ou moins abordé par le secteur, au sein du secteur, mais peut-être à bas bruit. Donc, dans les recommandations que vous avez mises en avant dans l'étude et qui ont été soulignées par le président de la Fondation OVE, effectivement, le fait de collecter des données régulièrement, et évidemment de discuter serait pour ouvrir le débat, parce que je pense qu'on va pouvoir avec les co-panélistes échanger sur les autres sujets, voir qu'il n'y a effectivement pas de réponse qui puisse être uniforme sur la question. Tout dépend un peu des lieux dans lesquels nous les abordons, tout dépend des périodes sur lesquelles nous nous positionnons, tout dépend des sujets dont nous voulons parler. Ce qui est fondamental, c'est d'avoir toujours, quand nous ouvrons un dossier stratégique, notamment dans les instances, cette idée que la meilleure représentativité est le facteur clé de succès le plus évident pour permettre un débat nourri. Et je suis très intéressée par le fait qu'évidemment, vous joignez dans votre étude les questions de parité, de diversité et d'inclusion. C'est aussi un sujet qui est important sur ma deuxième casquette, Fondation de l'Avenir pour la recherche médicale, puisque c'est évidemment connu que les carrières hospitalo-universitaires sont des chemins semés d'embûches pour les femmes. Je suis assez frappée qu'à chaque fois qu'on échange avec des chercheuses qui ont été nommées PUPH, pour les quelques-unes d'entre elles qui le sont, la nature même de l'échange est assez différente. C'est-à-dire même la qualité de l'échange. À la fois, on n'aborde pas les mêmes sujets, et à la fois, on sent une pression incroyable qui pèse sur les épaules des chercheuses, bien plus encore que celle qui est pourtant déjà extrême sur les épaules des chercheurs nommés PUPH. C'est vraiment quelque chose qui est un peu difficile à caractériser.
qui est de l'ordre de mon ressenti, mais que j'ai eu l'occasion de partager avec un certain nombre d'autres interlocuteurs, et qui est assez frappant, et qui nous montre qu'effectivement, il faut que nous en parlions dans les instances avec des personnes qui sont prêtes à en échanger, et pour que ça dépasse évidemment nos instances des fondations et des fonds de dotation. Et c'est ça le rôle des fondations, à mon avis, c'est d'être des lieux de connaissance, des lieux de prise de conscience, et ensuite des lieux de relais pour aller travailler avec d'autres un ensemble de questions qui sont des questions sociétales. Absolument, merci. Je passe la parole à Elisa et je voulais vous questionner. Justement, vous avez eu un rôle proéminent dans la rédaction d'un rapport sur les questions de parité femmes-hommes dans l'ESS. Donc, comment ce que vous avez entendu ce soir, donc la restitution de l'étude, fait-elle écho au débat et voilà, comment cela se compare peut-être plus largement au monde de l'ESS tel que vous avez pu le voir? Alors merci beaucoup pour cette invitation également, et d'autant que je suis vraiment très contente aujourd'hui qu'on ait des premiers travaux sur les fondations et fonds de dotation, des travaux qui nous ont, je dirais, cruellement manqué sur ces dernières années au sein de ce qu'on a essayé de mener collectivement, parce que j'étais entourée d'expertes et d'experts au sein de cette commission femmes-hommes que j'ai présidée au sein du Conseil supérieur de l'ESS. Et donc, on a vraiment cherché à essayer de faire des états des lieux partagés pour l'ensemble des structures, des acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que là, on avait un petit souci de données et d'études. Donc, bravo, en tout cas, pour cette étude et cette volonté, en effet, d'avancer sur le sujet, parce qu'on en avait fortement besoin. Alors je confirme, et Anne Cornilloué l'a présenté, que voilà, beaucoup des constats que vous faites dans cette étude que vous avez présentée sont également des constats partagés pour le reste de l'économie sociale et solidaire. À savoir notamment une sous-représentation des femmes dans les postes les plus décisionnaires, notamment dans les modes de gouvernance. Donc il n'y a pas de parité quantitative, en tout cas qu'on peut observer. C'était cité les 45% donc de femmes dans les conseils d'administration, en moyenne dans l'économie sociale et solidaire, 33%, vous l'avez cité pour les conseils d'administration des fondations. J'aimerais bien dire justement sur les FRUP dans les statistiques que vous présentez que dans 20 ans, nous serions à 60%, voilà, avec beaucoup d'espoir, mais on voit que les évolutions sont plutôt lentes quand même dans le temps. Donc il faut les accompagner comme vous le faites aujourd'hui. Vous parliez notamment dans votre témoignage aussi, donc Monsieur Hennet, sur l'égalité femmes-hommes dans également les postes opérationnels, les équipes qui vont être à la manœuvre ensuite des décisions prises par le conseil d'administration. Et là aussi, puisque évidemment il y a un parallélisme entre les deux, ça fonctionne ensemble. Souvent, la gouvernance est aussi le reflet, même si c'est dans une moins bonne mesure peut-être pour la place des femmes, mais un reflet de ce qu'on peut retrouver dans les modes de fonctionnement aussi des structures. En tout cas, elles impulsent. Là, les chiffres sont également plutôt en défaveur des femmes dans les fondations. Si je reprends les chiffres de l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire porté par ESS France, s'il y a pratiquement 75% de femmes au global dans les salariés qui composent les fondations, elles ne sont que 13% à accéder à un poste de cadre contre 28% des hommes. Donc vous voyez que l'écart, il est aussi extrêmement important. Alors je suis contente que ce soit un peu mieux dans votre exemple, mais c'est vrai qu'on retrouve, en tout cas, c'est l'absence de parité quantitative à plusieurs niveaux. Deuxième constat, il n'y a pas non plus de parité qualitative. Et ça, vous l'avez bien illustré, ce qui veut dire que les fonctions occupées, notamment en termes de gouvernance, sont très stéréotypées également. Donc, je ne vous apprends rien. Si on a 45% de femmes dans les conseils d'administration, dans l'économie sociale et solidaire, de manière générale, parce qu'évidemment, il y a une grande disparité en fonction des types de statuts, des secteurs d'activité également. Et bien sur les postes de présidence, on va en retrouver en moyenne uniquement 29%, à comparer à vos 22%. 37% dans les associations, 16% dans les mutuelles. Il y a encore un gros effort à faire. De 2 à 40% dans les coopératives selon les statuts, puisque comme vous le montriez également, donc, dans votre étude, en fonction du statut, on va avoir des comportements, en tout cas en termes de parité, différents.
Et je crois que Anne le citait aussi, plus la structure est grande, plus elle est ancienne. Et plus elle gère de fonds importants en volume financier, alors moins on constate que les femmes accèdent à des postes à responsabilité. Alors là, pour le coup, quelles que soient les gouvernances ou les équipes salariées. Dans les associations, par exemple, on tombe à 18% seulement de femmes sur des postes de présidente dans les structures de plus de 50 salariés. Donc 50 salariés, ça reste encore petit. Donc pour dire que là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les femmes s'inscrivent dans un contexte où il y a des inégalités, des stéréotypes, et qui sont évidemment, comme vous le citiez, présents dans l'ensemble du marché du travail, de l'économie, de la société. Donc il y a un réel défi encore à relever aujourd'hui d'égalité et de parité, au-delà du simple fait d'en parler. Merci Elisa. Je me tourne vers vous, Maxime. Vous êtes un chercheur qui travaillait sur les questions de genre, les dynamiques de genre plus largement. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur justement comment la question de la parité s'inscrit dans des dynamiques plus larges d'égalité de genre, voire de diversité, et largement, mais aussi peut-être spécifiquement par rapport au monde de la philanthropie, comme vous avez pu l'entendre aujourd'hui? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je suis heureux de participer à ce moment qui, je pense, est important pour votre secteur, parce que ces moments-là de partage de données, de qualification des problèmes sont toujours très importants. Et donc, j'aurais d'abord des mots sur la qualité de l'étude. Donc, je suis aussi chercheur, comme ma collègue Hazal Attay du CEVIPOF, auquel j'ai appartenu encore récemment. Maintenant, je suis dans une autre équipe à Sciences Po. Et donc, je voulais saluer le fait qu'on est là vraiment sur une étude de belle qualité, dans la manière dont, justement, l'approche holistique qu'elle adopte, le fait de ne pas se contenter de compter des femmes et des hommes autour d'une table ou dans une pièce. C'est un enjeu beaucoup plus large que ça. La parité, ça renvoie à une notion de démocratie paritaire. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais là, vous faites le tour de tous les enjeux qui sont propres à votre secteur, à ce moment donné dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire ségrégation verticale et horizontale qui marche un peu du même pas, parce que ce sont deux phénomènes qui vont souvent ensemble, l'un faisant contraste avec l'autre, comme vous l'évoquiez dans votre témoignage. Qui fait le tour aussi des différentes épaisseurs de cette notion de parité, en y intégrant la question aussi des valeurs, par exemple. Et puis vous concluez sur des recommandations auxquelles je souscrirais moi-même, à une nuance peut-être qui est celle de la discussion, permettre le débat. Ça, c'est vraiment le minimum standard. Faut, je pense plutôt la sensibilisation, la formation interne, la capacitation à agir, me semble, des enjeux de discussion à promouvoir, parce qu'on le sait, par exemple, sur la parité politique, on a discuté sur ces sujets en France, en particulier, pendant 15 ans, avant d'arriver à des solutions qui fonctionnent. En matière de parité dans les conseils d'administration, on a suivi à peu près, mais avec 10 ans de décalage, le même chemin. Si vous pouviez aller un tout petit peu plus vite, ça n'en serait que mieux pour votre secteur, d'autant que vous entamez cette discussion un peu plus tard que les autres aussi, pour pas dire beaucoup plus. Donc autant avoir des gains de productivité en la matière, il y a de quoi s'inspirer, et le rapport vous le permet en pointant vers les bonnes références. Du coup, et c'est un peu le privilège toxique de la personne qui s'intéresse aux questions de parité et d'intégration de la dimension du genre dans tout un tas de secteurs, pas seulement celui de l'économie sociale et solidaire, par exemple, c'est qu'on a le privilège de la comparaison, et du coup, on perçoit moins ce qui distingue que ce qui unit. On voit davantage les points communs. Et parce qu'on voit davantage les points communs, tout rapport sur la parité, indépendamment de ses qualités intrinsèques et rédactionnelles, a tendance à susciter le même soupir chez le sujet expérimenté comme moi. Le même soupir, pourquoi? Parce que mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que on constate également le même type de réticence
ou retard à l'allumage éventuellement sur la prise en charge de ces questions, fondées sur la même présomption de compétences masculines, universelle. Puisque la question des compétences se poserait finalement que pour les femmes. Alors qu'elle n'a jamais été posée pour les hommes, si ce n'est, comme ça a été évoqué, en termes de compétences fonctionnelles par rapport à la réalisation de certaines tâches. Mais la présomption est celle d'une compétence. Là aussi, je pense que c'est important de prendre acte des débats qui ont eu lieu dans d'autres secteurs comme la politique ou comme la gouvernance économique, pour constater que cette question des compétences, très honnêtement, elle est nulle et non avenue. La mise en cause, se dire que agir pour la parité, oui, mais à compétences égales, mais à compétences forcément égales. Je dirais même, les compétences des femmes sont souvent tantinet supérieures à celles des hommes, mais bon, ça c'est une autre question. C'est pas ça le sujet. Hein. Le sujet, c'est une question à la fois de représentativité, de démocratie, et en même temps de capacité à agir sur le réel tel qu'il est, et le réel, il est genré. Voilà, et il est genré quand on agit sur le changement climatique, il est genré quand on agit sur les problématiques de handicap. Et je crois que ce qui est important, c'est de saisir ces moments-là comme un moment d'interrogation plus profonde, de plus long terme, sur le fonctionnement de votre secteur, en s'interrogeant toujours sur les origines. Je m'arrêterai là, mais simplement parce que le témoignage m'y a fait penser. Votre fondation, elle est née au sortir d'un phénomène très genré qui s'appelle la guerre. Et elle a envoyé sur les cimes des Alpes des couples d'instituteurs qui, par définition, sont, en tout cas à cette époque, composés de femmes et d'hommes, qui ont certainement exercé leur métier différemment et dans des conditions différentes parce qu'ils étaient des femmes et des hommes qui ont apporté des contributions spécifiques en tant que couple, en tant que structure de couple, et ça en dit long finalement sur la prégnance des stéréotypes de genre, des structures genrées de nos sociétés, sur le fonctionnement même d'une organisation et d'un secteur. Merci Maxime, et très intéressant justement d'avoir le contexte aussi plus large dans lequel finalement les fondations, les fonds de dotation existent et agissent. Vous soulignez un point qui est celui de dire, oui, effectivement, il faut avoir des échanges, peut-être qu'il y a quelque chose en plus qui peut être fait, des formations, sensibilisation. Donc j'en viens à une question pour Elisa, parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé justement dans votre rôle à la commission. Et peut-être vous poser une question justement, vu votre expérience dans l'ESS plus largement, quelles sont les solutions que vous avez trouvées particulièrement efficaces ? Quelques solutions parmi d'autres, parce oui, que évidemment. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à inventer, à accompagner aussi, mais en effet, au sein de cette commission que j'ai présidée donc de 2015 à 2022, étayée par d'autres travaux d'ailleurs, que je citais notamment de l'Observatoire national de l'ESS sur cet enjeu d'égalité, de parité femmes-hommes, on a d'abord essayé de pointer les freins, parce qu'il faut partir pour réfléchir au levier aussi de ce qui peut être des points bloquants, que ce soit des freins, alors après on va retomber sur des choses que vous connaissez déjà, des freins sociologiques, sur la répartition genrée des postes, des responsabilités, sur également l'absence de rôle modèle qui nous avait frappé dans l'économie sociale et solidaire, ce qui nous a amené à préconiser aussi, pas seulement dans les communications de chaque structure, de pouvoir donner à voir aussi ce que font autant des femmes que des hommes, mais à essayer de porter aussi un matrimoine de l'économie sociale et solidaire pour montrer le rôle aussi dans l'histoire des femmes, dans l'histoire des mutuelles, des associations, des fondations, des coopératives, ce qu'elles ont pu porter, apporter, parce que sinon on a une invisibilité qui est assez importante. Et peut-être aussi accompagner ou lutter contre l'autocensure. Et je vais y revenir juste après sur des solutions. Puis on a également identifié des freins qui sont là pour le coup les plus complexes à faire avancer, à travailler sur la question de l'accès au pouvoir.
surtout dans les modes de gouvernance. Donc ça a été cité, le poids de la cooptation dans l'exemple, de l'entre-soi aussi, parce que c'est ce qu'on va souvent privilégier, mais on pourrait parler du cumul des mandats, des modèles aussi électifs très individualisés sur l'enjeu d'avoir du leadership et pas forcément des modèles électifs qui soient plus collectifs sur l'élection de groupes, d'ensemble de personnes qui sont prêtes à contribuer à un projet porté par la structure, sur la centralisation du pouvoir qui parfois n'est pas forcément réparti, en tout cas au sein des structures, au sein des réseaux, puisqu'on a ces questions aussi de réseau qui est importante dans l'économie sociale et solidaire. Pour autant, on a été convaincus dans cette commission que toutes ces structures ont aujourd'hui et ont toujours eu la capacité d'innover aussi dans les modèles qu'elles peuvent porter, pas seulement dans les actions, puisqu'on aime beaucoup l'innovation sociale, l'innovation économique, etc., des projets qui peuvent être portés, mais aussi dans la manière dont elles les portent. On a quelques exemples de co-mandats, par exemple, qui fait qu'on ne centralise pas forcément le pouvoir, la représentation sur une personne, mais sur plusieurs. Il s'agit dans cette capacité à essayer d'imaginer des modalités de gouvernance ou organisationnelles un peu nouvelles, de ne pas juste se mettre en conformité avec des lois. En tout cas, je ne pense pas, et j'en suis convaincue, que ce soit uniquement le rôle de l'économie sociale et solidaire, mais plutôt de proposer d'autres normes, d'autres manières et de ne pas s'empêcher d'expérimenter. Donc quelques clés que je peux faire ressortir parmi tellement d'autres, puisqu'il y a pas mal de structures qui expérimentent mais qui ne sont pas forcément visibles. Donc c'est aussi tout l'enjeu de faire remonter les témoignages que vous avez faits dans le cadre de cette étude, mais aussi peut-être de continuer après à échanger des pratiques. Parce qu'il y a de multiples dimensions, vous le soulignez dans l'étude, de prise en compte et d'expression de la parité et c'est important, vous l'avez présenté, de déjà donner à voir, mesurer les nombres de postes, mais pas seulement ça, les fonctions occupées. Et j'ai envie de dire aussi les temps de parole, parce que vous pouvez avoir des conseils d'administration paritaires et vous apercevoir qu'en fait les femmes elles parlent pas ou on leur laisse pas la place de parler. Donc c'est tout simple, mais on a des associations qui chronomètrent les temps de parole ou voire qui imposent une parole alternée femmes-hommes. C'est intéressant parce que c'est d'autres modèles et c'est intéressant de voir ce que ça donne, ce que ça fait bouger comme ligne. Donc mesurer, sensibiliser, vous l'avez dit, il faut former, sensibiliser, il faut en parler, je pense que c'est très important. Se fixer des objectifs. On me dit souvent, mais c'est inatteignable d'être à 40% pour respecter telle loi l'année prochaine. On va déjà peut-être commencer, puis vous allez voir que peut-être que vous allez en trouver aussi des femmes et d'avoir des plans d'action partagés à tous les niveaux. Que ce soit dans la gouvernance, mais aussi en termes de communication, de mise en visibilité, d'intervention, aussi dans des conférences, séminaires et autres. Partager les pratiques, je le citais juste avant, je pense que c'est essentiel parce qu'on a besoin sur ces sujets-là aussi de se conforter sur des expériences à la fois personnelles mais aussi partagées, collectives pour faire avancer le collectif justement. Et un point qui est important que j'avais déjà juste évoqué avant, c'est donc l'importance des rôles modèles et de s'appuyer aussi sur du coup la valorisation, en tout cas la mise en avant de réseaux de femmes. Il y en a, ou des réseaux mixtes, puisqu'ils sont là pour accompagner souvent via du parrainage, du marrainage, du mentorat, la prise de responsabilité. Au sein de conseils d'administration, en tout cas de gouvernance, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, on m'a souvent dit, mais les femmes, elles viennent pas, elles sont où? J'ai envie de dire, attendez, il y a un souci parce qu'il y a quand même la moitié de la population qui est concernée, donc c'est pas rien, on parle pas d'une minorité. Donc elles sont là en fait. Après, il y a peut-être pas les mêmes modes de fonctionnement, on n'est peut-être pas sur la cooptation, on est en effet sur la rendre visible, aussi les mandats, pas que les fiches de poste salariés, mais aussi les mandats recherchés, les compétences attendues. On parle souvent d'objectiver comme ça les compétences, mais ça permet de les accompagner et d'organiser un peu des réseaux d'accompagnement. Vous le parliez d'intégration qui sont finalement pour la gouvernance en général, mais dans lesquels des femmes vont pouvoir peut-être plus facilement s'inscrire parce qu'elles vont avoir une visibilité pour se projeter aussi dans ces rôles-là et plus facilement y aller. Donc j'ai envie de dire, c'est agir à tous les niveaux. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi dans votre étude, c'est que vous le pointez, c'est agir sur le formel, sur l'informel. Je le complète un petit peu aussi sur l'individuel, sur le collectif et sur l'institutionnel. Et je compléterai aussi sur le management. Et je pense que c'est un peu
Ce qu'on a essayé en tout cas, nous, de dire dans les travaux de la commission, parce qu'on ne peut pas rendre compte de tout ce qui peut exister, mais qui n'est pas forcément visible, mais en tout cas qu'il faut agir à tous les niveaux. Il n'y a pas qu'une clé d'entrée sur la parité, mais il y en a plein. Je discutais aussi avec des structures, par exemple, qui se sont posé la question tout simplement dans le cadre d'une transmission de présidence. Et ils se sont dit, bah voilà, la personne de toute façon va partir. Donc finalement, c'est quoi le bon profil ensuite? Et puis finalement, est-ce que ce serait un homme, une femme? C'est quoi les compétences qui vont être attendues dans ce rôle de présidence? Et ça a amené à se re-questionner sur finalement l'organisation du pouvoir, son partage à travers sa transmission, qui est un prétexte à aller sur des questions de parité. Donc, je ne sais pas si j'en ai dit qu'un, il n'y a pas de recette miracle en tout cas, mais il y a plusieurs leviers d'action. Et je suis convaincue qu'il ne faut pas en avoir qu'un seul d'ailleurs, il faut agir à plusieurs niveaux. Merci Elisa. Marion, je vais me tourner vers vous en tant que représentante du monde de la philanthropie à ce panel. Je serais curieuse déjà de savoir si les commentaires de Maxime et Elisa vous font réagir d'une manière spécifique et aussi peut-être vous poser la question de, voilà, pour vous finalement, aussi en lumière de ce qu'on vient d'entendre, quel est le rôle que les fondations se doivent d'avoir ou peuvent avoir à adresser justement les questions de parité et d'égalité des genres. Et aussi peut-être comment doivent-elles s'y prendre. Et je n'attends pas du tout une réponse unique et globale, mais basée sur votre expérience justement. Oui, ça va être plus facile pour moi de parler concrètement de l'expérience aussi de la Fondation de l'Avenir. Et je suis sûre qu'on aura peut-être des nuances ou des débats avec les co-panélistes. Et donc la Fondation de l'Avenir, c'est une fondation qui a un peu plus de 35 ans. Qui est une fondation distributive essentiellement pour financer la recherche médicale appliquée. Et donc, quand je parle de la Fondation de l'Avenir, comme je ne suis pas une experte en parité, mais je connais un peu plus les sujets de santé. Et qu'est-ce qu'on observe quand on dit qu'il y a des inégalités salariales entre les femmes et les hommes? Et bien, en termes de santé, ça se traduit en termes de santé mentale, où on observe qu'on a une prévalence de la dépression, par exemple, qui est 2,5 fois supérieure chez les femmes qui ont un salaire inférieur aux hommes, alors que la prévalence est la même lorsque les femmes et les hommes de la dépression, lorsque les femmes et les hommes ont un salaire équivalent. Donc, en termes de santé mentale, on voit la conséquence immédiate de cet écart de salaire, et c'est important de le relever alors que nous sommes aujourd'hui le 8 novembre et donc après le hashtag 3 novembre 9h22 qui n'aura échappé à personne. En termes de chirurgie, puisque la Fondation de l'Avenir finance depuis toujours, c'est un des premiers financeurs, en tout cas privés, de la chirurgie et de la médecine interventionnelle en France. On observe, et ça ce sont des données internationales, qui indiquent qu'une femme a un peu plus de 30% de risque de mortalité en moins lorsqu'elle est opérée par une femme. En termes de place du patient, puisque c'est vrai que Maxime Forest l'a évoqué tout à l'heure, on observe que dans les professions qui sont davantage féminisées, par exemple les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, nous on a fait un baromètre recherche médicale il y a quelque temps, et ces professions-là positionne la place du patient comme essentielle dans les projets de recherche médicale, bien plus encore, donc à hauteur de entre 95 et 100%, bien plus encore que les médecins qui positionnent la place du patient dans les projets de recherche médicale à hauteur de 80-85%. Donc on a une approche différente des pratiques de santé. Concrètement, puisqu'on a fait un peu, on se prête à cet exercice d'honnêteté sur ce que sont nos structures. À la Fondation de l'Avenir, on a une réforme de gouvernance en 2012, il y a une dizaine d'années, donc d'une fondation qui est passée d'un conseil d'administration, direction générale, à une fondation qui fonctionne aujourd'hui avec un directoire et un conseil de surveillance. Alors je ne sais pas si c'est exactement lié, mais il se trouve que dans le conseil d'administration en 2012, on avait 1 à 2 femmes sur l'ensemble du conseil d'administration, donc on était très loin des taux. Aujourd'hui, dans le conseil de surveillance, on est proche d'un taux de 30%, ce qui est le taux représentatif du secteur, ce qui est encore loin d'être la parité, j'en conviens. À noter que nous avons 4 collèges dans le conseil de surveillance et que sur le collège des personnes qualifiées, 2 sont des femmes sur 3. Donc on est là un peu au-delà de la parité. Je trouve que c'est intéressant que dans ce collège en particulier, puisqu'on parlait de compétences, le phénomène des renouvellements est fait que dernièrement, on a 2 femmes qui ont été nommées dans ce collège.
Au niveau du directoire, on est relativement à parité, enfin même si on est 5, hein, mais voilà, la voix de la présidente est prépondérante, donc on peut considérer qu'on est à parité. Et sur le conseil scientifique, on est passé de 2 femmes en 2012 dans notre conseil scientifique. Là, récemment, avec les nominations qui ont été faites en conseil de surveillance en septembre, on a 8 femmes sur un conseil composé de 17 membres. Donc on est presque à parité, avec des spécialités qui sont représentées, que ce soit en psychiatrie, en médecine physique et de réadaptation. On a une infirmière. Donc effectivement, on a intégré une profession paramédicale pour la première fois, et c'est une infirmière, et non pas un infirmier. C'est pour ça que je le soulève. Mais on a aussi des chirurgiennes, puisque maintenant, selon le Haut Conseil à l'égalité, il y a bien féminisation des professions. Hein, donc on peut bien parler de chirurgiennes. Et on a intégré un certain nombre de chirurgiennes qui ne sont pas uniquement... Alors, on a une chirurgienne pédiatrique et une chirurgienne gynécologique qui sont les 2 spécialités parmi les 13 spécialités de chirurgie où on a une surreprésentation des femmes. Mais on a aussi des chirurgiennes digestives, chirurgiennes viscérales, qui sont des spécialités qui sont moins représentées, enfin moins féminisées dans les pratiques, les parcours et les choix de spécialités. Qu'est-ce que cela produit? C'est un peu tôt pour le dire, puisqu'effectivement ces évolutions sont relativement récentes. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était en tout cas un engagement que le directoire avait pris de féminiser davantage, de proposer, de faire en sorte qu'il y ait un recrutement qui puisse se faire dans le conseil scientifique, donc des orientations qu'on a prises l'année dernière et qui se traduisent dès cette année, qu'on a eu un séminaire conjoint entre notre conseil scientifique et notre directoire où ces questions évidemment ont été abordées. Donc peut-être que demain on arrivera davantage à le traduire dans notre appel à projet. Bon, il se trouve que sur les 2 dernières années on a financé à 50-50 des femmes et des hommes. Ça n'a pas été notre seul critère, mais ça a été un des critères de sélection, et c'est ce qu'on peut faire. Sur le fond des projets, je crois que c'est là qu'on pourra évidemment mieux traiter la santé des femmes et la parité et la santé genrée. On a évoqué avec le conseil scientifique la manière de travailler sur l'intégrité scientifique, donc à la fois la méthodologie de recherche. Et quand on parle de méthodologie de recherche, évidemment, on parle de la manière de faire des états documentaires, enfin, sur les recommandations de la HAS, hein, la documentation, les critères d'inclusion dans les projets de recherche, la manière de publier, la manière de communiquer sur les projets de recherche. Donc ça, c'est un travail important que devant nous. Il se trouve que j'avais évoqué cette question d'intégrité scientifique, pas uniquement sous l'angle de la parité avec votre directrice Axel Davzac récemment. Et donc, je trouve qu'effectivement, l'ensemble des fondations distributives qui travaillent sur la recherche médicale pourraient se saisir ensemble de cette question de l'intégrité scientifique, y compris avec l'angle de la parité, de la diversité, de la santé genrée. Très intéressant. Merci Marion. Maxime, je me retourne vers vous. Et voilà, vous nous avez parlé de comment la parité s'inscrit dans des dynamiques de genre, dans des rapports genrés. Maintenant, vous avez aussi entendu les différentes perspectives ESS, philanthropie, une fondation en particulier, la Fondation de l'Avenir. Je me posais la question, vu votre perspective en tant que chercheur, est-ce que pour vous, il y a une question de cohérence, qui est un mot qu'on a mentionné aussi précédemment, qui se pose plus largement pour la philanthropie par rapport à son fonctionnement interne et aussi la façon dont elle met en place ses missions, ses actions? C'est une notion qui figure aussi dans le rapport, si je ne m'abuse, et qui fait partie justement de cette conception élargie de la parité au-delà de la seule dimension quantitative, hein, pour renvoyer à la notion aussi de démocratie paritaire. C'est vrai que chausser des lunettes de genre, ça devrait permettre de s'interroger, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur l'histoire de votre secteur, sur l'histoire de chaque organisation, sur les dynamiques de pouvoir qui les structurent nécessairement. Ça devrait permettre aussi de rebondir sur l'intersection avec d'autres facteurs d'inégalité ou de discrimination. Mais je voudrais
m'arrêter rapidement sur ce qui vient d'être dit de part et d'autre, parce que je trouve ça très intéressant. Sur le côté d'Elisa, où vous avez évoqué justement, vous avez réintroduit la dimension du pouvoir, parce que vous avez évoqué au début de vos commentaires le fait que plus la fondation ou le fonds de dotation est ancien, plus il manipule des sommes importantes, des fonds importants, plus il est inégal dans ces instances de gouvernance. Ça nous rappelle tout simplement le fait que toute organisation humaine, qu'il s'agisse d'un parti politique, d'une fondation, d'une grande association, d'une organisation non gouvernementale, d'une université, n'est pas structurée simplement autour de buts sociaux, qui sont sa raison d'être, et ça, voilà, mais aussi autour de la sédimentation des enjeux de pouvoir internes qui se sont surajoutés les uns aux autres au fil des années. Et ce sont finalement ces enjeux de pouvoir qui coproduisent la définition des compétences, des qualités qu'on attend des membres d'une instance dirigeante, par exemple. Ce sont ces enjeux de pouvoir qui codéfinissent le degré de transparence ou d'opacité des mécanismes décisionnels au sein de ces mêmes instances. Et donc, c'est sur ça qu'il faut s'interroger. Et la notion de démocratie paritaire, la notion aussi, l'enjeu de cohérence avec des missions telles qui sont celles du secteur philanthropique, invite à cela, invite à aller au-delà, à s'interroger à la fois sur l'histoire, sur ces mécanismes de pouvoir pour mieux les débusquer et pour mieux in fine les corriger. Ensuite, vous avez, Elisa, évoqué aussi les différentes solutions. Vous avez insisté sur la nécessité d'avoir une approche d'ensemble. Moi, j'irais même un peu plus loin, j'irais une approche structurelle. C'est ce qui est promu notamment au niveau européen, dans des secteurs comme ceux de la recherche et l'innovation. C'est quand on aborde la question des inégalités femmes-hommes, c'est se dire que ce ne sont pas les femmes qui ont un problème. Que si elles ne candidatent pas, si elles sont introuvables, comme on le dit souvent au début, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas là, c'est juste parce que le message que l'organisme, la structure, l'instance dirigeante émet à propos d'elle-même et de son fonctionnement n'est pas le bon. Ou parce qu'elles sont contraintes différemment dans l'articulation de leur temps de vie, dans l'articulation, dans la conception même de leur engagement, et que c'est sur ces aspects-là qu'il faut travailler. Donc c'est pour ça qu'il faut se dire que ce sont les structures qui ont un problème, pas les individus. Et que si le mentorat, le coaching peuvent ponctuellement aider à dégager des vocations, si on ne change pas la perception du fonctionnement des instances dirigeantes, si on ne corrige pas l'opacité de certains mécanismes de prise de décision, on est à peu près certain de ne pas susciter des vocations. Ou si on ne corrige pas les pressions particulières qui peuvent s'exercer en matière de conciliation des temps de vie. Donc c'est cet aspect structurel qui me paraît très important. Et un plan d'égalité, par exemple, est une manière de mettre en avant cette approche structurelle. Et puis une approche structurelle, ça renvoie effectivement aussi au fond, c'est-à-dire au but de la fondation, au but du fonds de dotation. Quel est son cœur de métier? Si on n'interroge pas le cœur de métier, que ce soit celui des chercheurs ou celui des personnes qui allouent des fonds, on a peu de chances de faire avancer cet enjeu de démocratie paritaire. Parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, simplement d'un enjeu de représentativité, de mixité ou de simple diversité de points de vue et d'expérience, même si tout ça c'est très important. Il s'agit aussi, encore une fois, d'agir sur le réel. Donc quand on parle du secteur biomédical, vous avez évoqué plusieurs exemples frappants, évidemment, on est dans un secteur qui a beau traiter du corps des êtres humains, pétri d'hormones, de différenciation physiologique liée au sexe, notamment. Et on a beau traiter d'attitude par rapport au risque, par rapport au rapport à son corps, au rapport aussi à l'intervention de l'autre dans et sur son corps, lié à nos prises de risques différentes, à nos rapports à l'addiction différents, nos rapports à la dépression, effectivement, différents, etc.
eh bien, on est pour autant dans un secteur qui peine à se saisir de ces enjeux et qui continue à produire une science qui est largement aveugle aux dimensions du sexe ou des genres, ce qui peut apparaître totalement paradoxal, au point de susciter aujourd'hui effectivement de nouveaux critères d'attribution des fonds, de nouvelles priorités pour la recherche qui pointent vers une meilleure prise en compte des problématiques de santé de l'ensemble des populations. Et là encore, les lunettes de genre permettent de voir bien d'autres choses que ces différenciations femmes-hommes. Donc moi, j'invite vraiment à saisir ce moment paritaire qui est le vôtre aujourd'hui pour une interrogation beaucoup plus large sur ces dimensions de pouvoir et ces dimensions de le genre dans le fonctionnement de votre secteur. Et je prendrai un dernier exemple un peu différent qui a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est ce rapport entre la ségrégation horizontale et verticale. On a évoqué l'accès, évidemment, aux instances décisionnelles. Mais quand vous avez un secteur qui est très largement féminisé, ça doit vous interroger d'emblée aussi, de même qu'un secteur très largement masculinisé. Vous interrogez sur les notions de bénévolat, les notions de charité, les notions de soins à autrui, qui me semblent quand même historiquement être au cœur du fonctionnement du secteur philanthropique. Or, il n'y a pas une seule de ces notions qui ne soit pas fondamentalement associée au genre. Que ce soit la charité chrétienne, que ce soit le soin à autrui, le care en anglais, qui est une activité exercée à 91%, c'est statistique, par les femmes sur le continent européen, et dans les mêmes proportions ailleurs, ou que ce soit la notion de bénévolat qui est liée à un usage des temps de vie différents, lié à une structure des revenus et des activités différents sur l'ensemble des carrières des femmes et des hommes dans un pays comme la France. Donc tout ça doit nous interroger beaucoup plus loin que la simple composition de telle ou telle instance, et je pense que le rapport s'y prête. Merci Maxime. Donc le temps avance, mais je souhaiterais tout de même vous poser une dernière question à toutes et tous. Elisa, peut-être vous demander de réagir aussi à la question de la cohérence. Encore une fois, vous avez la lunette ESS, mais ce que vous avez entendu aussi maintenant, voilà, comment pour vous la question de la cohérence se pose-t-elle ? Elle se pose, c'est indéniable et c'est même essentiel, j'ai envie de dire, pour un ensemble de structures qui vont porter, défendre des causes, avec un rôle de plaidoyer important, mais aussi qui vont accompagner et porter des transitions, des transformations, de par les projets qu'elles vont financer ou qu'elles vont mettre en œuvre en fonction des différents rôles que peuvent avoir chaque structure, qui d'ailleurs pour la plupart dans l'économie sociale et solidaire ont été fer de lance de nombreux sujets, et je pense que vous en couvrez une grosse partie avec les différentes fondations que vous représentez ou que vous accompagnez, que ce soit dans l'inclusion, le grand âge aujourd'hui, sur la petite enfance, la culture, etc. On est vraiment sur, au-delà de défendre une cause, aussi porter, incarner des projets. Et donc je pense que le volet de montrer l'exemple, en tout cas dans ses pratiques et dans ses modes de gouvernance, d'organisation, il est essentiel évidemment pour répondre à cet enjeu de cohérence que vous citiez et illustrer finalement sa capacité et sa spécificité également à faire par rapport à d'autres acteurs. Donc oui, c'est important, et j'ai envie de dire aussi que cette parité, cette égalité femmes-hommes renforce l'attractivité. Donc il y a un enjeu de cohérence, mais aussi d'attractivité des structures derrière. Surtout dans des secteurs qui étaient évoqués, de domaine de la santé, qui sont des secteurs extrêmement en tension quand même aujourd'hui, qui l'ont toujours été, d'autres qui le deviennent fortement. Donc cet enjeu d'attractivité passe aussi par cette capacité à faire parité, à faire vivre l'égalité, à être représentatif, exemplaire. Et en tout cas le reflet de la capacité à porter en tout cas des modèles démocratiques paritaires comme c'était dit. Donc que ce soit un peu cœur d'activité ou vu de manière transversale, pour moi les modes de fonctionnement paritaires doivent s'appuyer dans les faits sur des actes concrets et pas seulement être revendiqués dans les discours, ce que disait Axel Davnac dans son introduction. Il faut confronter les pratiques aux valeurs, et je pense que ça c'est une des étapes extrêmement importantes qui est souvent
mise de côté, voire parfois il y a un déni à se dire, moi j'entends souvent, non c'est bon, les valeurs qu'on porte font que de toute façon, on tend vers la parité ou l'égalité. Ben non, les valeurs ne suffisent pas, très clairement, dans les faits. Donc après, oui, c'est la volonté d'agir qui va permettre d'aller vers cette cohérence. Et j'ai envie de dire qu'on a dépassé le temps du tendre vers sur de nombreux sujets aujourd'hui pour aussi attirer et faire vivre sa structure, attirer les futures forces vives ou même celles d'aujourd'hui. Il faut être dans l'action, dans la mise en œuvre concrète de cette cohérence. Et donc, déjà, la prise de conscience, on va dire, active de ces enjeux, comme vous pouvez le faire à travers cette étude et sa présentation, sont une étape importante. Et ensuite, de pouvoir travailler maintenant sur les modèles, sur les pratiques qui pourront ressortir, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, parce que c'est important de parler pas uniquement des bonnes pratiques, mais de comprendre aussi ce qui peut parfois être un frein, un déni, un obstacle pour pouvoir travailler dessus et puis pour pouvoir du coup travailler sur cette question du pouvoir, en effet sur laquelle je reviens, qui souvent va être symptomatique de la manière dont vont être mis en œuvre ou non les enjeux de parité au sein des structures. Donc oui, cet enjeu de cohérence, il est vraiment important. Et doit être un prétexte pour se questionner, ne jamais arrêter de se questionner sur ces pratiques. Merci Elisa. Donc, avant de donner le mot de la fin à Marion, je voulais poser une dernière question à Maxime. Donc, vous avez beaucoup d'expérience dans d'autres secteurs, notamment à l'international. Donc, je me demandais si vous aviez peut-être un point ou deux saillants, maximum, là c'est une question de temps, je suis désolée, qui ressortent sur la comparaison qui se fait par rapport aux discussions que vous entendez ce soir sur la philanthropie, sur l'ESS et les autres secteurs que vous côtoyez, encore une fois, en France et à l'international. Plutôt qu'une comparaison terme à terme, parce que ça risquerait d'être fastidieux, vu que je voyage à travers beaucoup de secteurs, moi, ça serait plutôt deux encouragements basés sur cette expérience un peu cumulative, justement, de ce qui fonctionne à différents niveaux, à l'étranger, en Europe, etc., et dans différents secteurs. Le premier encouragement, il concerne vraiment la discussion paritaire au niveau instance, au niveau action pour la mixité, la diversité et l'équité à tous les niveaux au sein de vos structures. C'est vraiment un encouragement à brûler les étapes. Vous avez un rapport solide qui vous le permet. Vous avez toute l'expérience cumulée, ne serait-ce qu'en France, des différents secteurs où ont été mises en œuvre des dispositions sur la parité. Moi, ce qui me frappe de manière comparée, c'est justement le manque d'anticipation. On se dit toujours, on se cache derrière son petit doigt et on se dit, bon alors ils ont légiféré là, ils ont légiféré là. Nous, on va adopter une attitude proactive mais mesurée, par étapes, interne à notre secteur. Non, on va légiférer sur les fondations. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est soit vous le faites par vous-même là, très vite, soit ça va être légiféré très rapidement, avant même peut-être la fin de la mandature présidentielle actuelle. Bon, après, il faudra voir les développements législatifs, mais c'est ça qui se produit en général. Hein, c'est-à-dire qu'on est percuté par les évolutions législatives. Donc, allez-y, n'hésitez pas, vous ne faites qu'anticiper. Et c'est un encouragement à le faire. Le deuxième type d'encouragement, c'est vraiment vous focaliser sur vos cœurs de métier, interroger vos cœurs de métier sous l'angle de cette démocratie paritaire et de la prise en compte du genre. Il n'y a pas un enjeu, que ce soit le changement climatique, que ce soit la santé mentale, que ce soit la précarité énergétique, la dépendance, le grand âge, le vieillissement, etc., etc., qui n'est une dimension fondamentalement sexuée et ou genrée. Et par conséquent, c'est vous donner, assurer la diversité, mais aussi votre cohérence par rapport à vos valeurs. C'est aussi vous donner des capacités nouvelles en matière d'innovation et d'action qui vous permettent de vraiment adresser ces sujets qui sont au cœur de vos préoccupations. Et je pense que ça, d'autres secteurs, notamment récemment, enfin, au cours des 10 dernières années, le secteur de la recherche et l'innovation au niveau européen en porte les enseignements. C'est en adressant le cœur de nos métiers qu'on fait vivre cette démocratie paritaire, pas seulement en comptant les femmes et les hommes dans une pièce. Merci Maxime. Le message est très clair. Marion, donc je me tourne vers vous pour le mot de la fin.
comment, voilà, si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit, mais peut-être juste un point peut-être qui serait intéressant, c'est comment ce que vous entendez aussi de la part de nos copanélistes finalement résonne pour les réseaux philanthropiques, pour la philanthropie en France. Oui, alors j'entends les invitations et les encouragements. Donc évidemment, d'accord pour travailler sur ces questions au Conseil supérieur de l'ESS, puisque le Centre français des fonds et fondations y est représenté et membre du bureau. Donc ça, c'est une réponse rapide qui permet de rentrer dans le temps. Et sur les invitations et les encouragements, bien sûr, évidemment, il faut brûler les étapes aussi, parce qu'il y a des questions de crise et de transition que traversent nos sociétés, que la jeune génération qui a 20 ans aujourd'hui veut se saisir de ces questions, s'en est déjà saisie, s'en saisit au quotidien, que c'est plus vraiment une question en fait, c'est tellement une évidence pour cette génération que si on veut être attractif, que ce soit dans nos instances, mais même dans nos missions sociales, si on veut accompagner l'ensemble de la société, donc accompagner y compris des jeunes, il faut qu'on soit en mesure de discuter de ces questions, mais de le faire en vie réelle, donc de discuter et d'agir. Donc évidemment, c'est le plus simple, c'est de travailler avec aussi les bénéficiaires sur l'ensemble des sujets, en partant de nos missions sociales, quelles soient, effectivement, puisque que ce soit l'éducation, la culture, le sport, la santé, l'environnement, et je suis désolée pour les secteurs que je n'aurais pas cités et qui sont nombreux, mais évidemment, il y a des sujets à aborder, et au-delà des questions d'identité, de sexe et de genre, il y a vraiment des questions de représentativité des territoires, des parcours, des âges. Voilà, il y a beaucoup de questions sur la démocratie. Donc, le Centre français des fonds et fondations avait pour thème, à l'atelier des fondations, faire ensemble demain. Donc, dans le ensemble, je crois qu'on peut continuer à travailler ces questions-là de manière très, très inclusive. Et donc, oui, pour y travailler, y compris avec des chercheurs, parce qu'effectivement, ça va aussi questionner la philanthropie à la française, les notions de charité. Et voilà, encore une fois, il y a une vraie cohérence et une vraie histoire qui résonne entre nos missions sociales, nos valeurs, nos statuts et le sens même de l'existence du secteur et de son évolution par rapport à cette notion d'intérêt général. Merci Marion. Nous arrivons à la fin de l'événement. Il y a peut-être le temps pour une question dans la salle, si jamais vous avez une question brûlante ou pressante pour nos panélistes, pour Michel Hennet, pour Anne Cornillo. D'accord, bon, bah, nous arrêtons là, donc presque à temps. Je voulais vous remercier donc, pour avoir été avec nous ce soir. Et un grand merci à nos panélistes, à Michel Hennet pour son témoignage, à Anne Cornillo encore pour la restitution de l'étude. Merci beaucoup. Nous avons une petite réception à côté si vous voulez prendre